tout d'abord, bienvenue chez Conférence Hermès. Donc, le but de toutes ces petites conférences, c'est de vous permettre d'attaquer de façon optimale euh, les EDN. Donc, à quoi sert la douleur? Vous posez des questions, vous répondez là dans votre tête, comme vous êtes en train de l'avoir en replay. Oui, d'ailleurs, c'est une conférence qui va être un peu courte, parce que normalement, il y a beaucoup d'interactions, d'échanges. Donc, si vous voulez la voir en live, parce que je la referai en live, et là, on pourra échanger et avoir plus d'interactions, vous n'hésitez pas, d'accord? Et là, du coup, comme c'est, on n'échange pas, malheureusement. Et le but, du coup, de ces pré-confs, en fait, c'est de vous permettre, si jamais vous décidez de mi-septembre d'attaquer douleur soins pâles, vous n'avez pas besoin d'attendre qu'on fasse la conférence, en fait. Vous avez déjà les outils en main pour attaquer. Voilà. Voilà pourquoi il y a des enregistrements. Donc, à quoi sert la douleur? La douleur, c'est un signal d'alarme. D'accord? Ça, c'est un message clé qu'il faut vraiment retenir. D'accord? On pourra se rappeler de l'épisode 14 de la saison 3 de Dr House, où un patient présente un syndrome d'analgésie congénitale, d'insensibilité congénitale à la douleur. C'est une mutation génétique autosomique récessive, c'est hyper rare. Et en fait, on perd la fonctionnalité de nos nocicepteurs. Et donc, c'est des patients qui ne ressentent pas la douleur. Mais ça existe. C'est pas que de la fiction. Donc, la douleur, c'est un signal d'alarme. Et je vais vous passer plusieurs cas, d'accord? Et vous allez dans votre tête essayer de voir, essayer de deviner de quelle pathologie on parle. Douleur basithoracique après un voyage de 6 heures en avion. Je vous laisse réfléchir. Bien évidemment, on pense à l'embolie pulmonaire. Si je vous dis une douleur précordiale augmentée à la toux, à l'inspiration profonde et au décubitus, diminuée par l'antéflexion, avec un épisode grippal il y a 2 semaines. Vous allez plutôt penser à une péricardite. Maintenant, si je vous parle d'une douleur épigastrique intense, en barre, transfixiante, irradiante dans le dos, et le patient, vous le retrouvez en position antalgique en chien de fusil. Et là, évidemment, on pense à la pancréatite aiguë. Les céphalées temporales d'horaires inflammatoires avec hyperesthésie du cuir chevelu et nécrose de la langue. Je vous laisse un peu plus de temps. On nous a mis internite celle-là. L'artérite à cellules géantes, d'accord? Une maladie de Horton. Une femme en âge de procréer avec des douleurs pelviennes et des métrorragies. Bien sûr, on pense à la grossesse extra-utérine. Ça doit être automatique. Ça, c'est un point, on ne peut pas le perdre. D'accord? Grossesse extra-utérine. Donc là, vous avez bien compris que la douleur aiguë, par rapport à la douleur chronique, d'accord, sont vraiment différentes. Là, avec ces différentes situations, vous avez vu que juste à l'interrogatoire, en posant des questions sur depuis quand vous avez mal, où vous avez mal, on peut déjà arriver au diagnostic. Donc la douleur peut déjà nous guider énormément, l'interrogatoire de la douleur vers le diagnostic. C'est hyper important. Là, je vous avais juste mis des phrases et vous avez dû quasi trouver toutes les pathologies. D'accord? D'où la grande importance de l'interrogatoire. OK? J'agrandis juste ça. La douleur aiguë, elle va être utile, protectrice, c'est un vrai signal d'alarme. Et ça, c'est très important. D'accord? Ils insistent beaucoup dans le collège là-dessus. Elle est transitoire ou de moins de 3 mois. Elle est réversible si on traite la lésion. Et le mécanisme va être nociceptif inflammatoire le plus souvent. Au niveau de la composante affective, ça va plutôt générer de l'anxiété, d'accord,
et elle répondra aux antalgiques classiques. À la différence de la douleur chronique qui, elle, va être destructrice. D'accord? Les patients qui ont des douleurs chroniques, c'est très dur pour eux. D'ailleurs, c'est des consultations assez compliquées. Au niveau de la durée, on dit, par définition, si cela dure plus de 3 mois. Au niveau de l'évolution, elle va être persistante. On pourra même avoir des lésions séquelaires ou évolutives. Là, au niveau du mécanisme, on va être sur un mécanisme nociceptif, nerveux ou mixte. Au niveau de la composante affective, ça va être générer de la dépression, d'accord? Essentiel. Donc, douleur chronique, plutôt de dépression, douleur aiguë, plutôt de l'anxiété. Et bien sûr, la douleur chronique répondra au traitement antalgique spécifique et avec une approche biopsychosociale, mais sera beaucoup plus dur à traiter, d'accord, que la douleur aiguë. Donc ça, c'est un tableau très important. Petite définition, prenez une petite feuille, un stylo, et puis vous écrivez la définition de l'hyperalgésie et la définition de l'allodynie. Je vous laisse une minute. Bien entendu, tout ce que l'on voit au niveau de cette conférence, c'est tiré de votre collège et c'est du rang A et B. D'accord? Et en l'occurrence, ces définitions sont rang A. Donc j'insiste un peu dessus parce que pareil, ça, si ça arrive à la 119e question du dernier jour d'épreuve, on a la tête dans les chaussettes, faut, faut pas les mélanger. D'accord? L'hyperalgésie, ça fait plus mal que ça devrait. D'accord? Ça veut dire que vous allez juste serrer la main d'une personne, elle va crier de douleur. D'accord? Mais vous allez, parce que vous allez serrer vraiment fort. Mais vous allez, comment dire, désolé, oubliez cet exemple. Sur l'hyperalgésie, d'accord? C'est comme si juste, on va vous pincer la peau et vous allez avoir l'impression que vous arrachez un bout de peau. D'accord? En termes de ressenti de la douleur. Alors que l'allodynie, ça fait mal alors que ça ne devrait pas du tout faire mal. D'accord? Ça peut ressembler à la douleur neuropathique. Enfin, c'est une douleur neuropathique, d'accord? Qui répond à certaines définitions de la douleur neuropathique. Et là, c'est par exemple les patients atteints de fibromyalgie. Le patient va juste enfiler son t-shirt. Et le fait d'enfiler son t-shirt, il vous dit que c'est comme si le tissu du t-shirt venait griffer sa peau. D'accord? Alors que normalement, mettre un t-shirt, ça ne fait pas mal. D'accord? Donc, retenez bien cet exemple pour l'allodynie. Alors que l'hyperalgésie, voilà, c'est un stimulus qui normalement doit être un peu douloureux et qui va être exagéré. D'accord? Donc, attention, hyperalgésie et allodynie, vraiment différent, c'est du rang A, ça va bien maîtriser. On fait un peu de physio hein, et après on attaquera des dossiers. Hein. Au niveau de la douleur, alors comment ça se passe? J'ai mon signal qui arrive au niveau de mes nerfs sensitifs. Je ne sais pas si je bouge un pointeur. Au niveau de mes nerfs sensitifs périphériques en bas à droite, via entre autres la substance P. Mon signal douloureux va remonter dans ma moelle spinale, ensuite remonter jusqu'au thalamus, d'accord? Derrière, il y aura un rétrosignal qui passera via la substance grise périventriculaire, qui générera une inhibition par les voies descendantes, d'accord? Ça, c'est la base de la physiologie de la douleur, donc c'est vraiment à maîtriser. J'ai les fibres C et A delta, d'accord, qui, elles, euh, transmettent ce signal douloureux, d'accord? Elles permettent la sensibilité thermoalgique. Ensuite, au niveau du thalamus, on va avoir deux voies différentes, la voie spino-réticulaire et la voie spinothalamique. La voie spino-réticulaire, elle va passer par le cortex préfrontal, d'accord? C'est pour la dimension émotionnelle de la douleur. La voie spinothalamique, elle, passe par le cortex pariétal et c'est pour la dimension sensorielle de la douleur. En, en résumé, ça veut dire quoi? La voie spino-réticulaire, donc qui passe par le cortex préfrontal et qui donne la dimension émotionnelle, c'est ce qui fait la différence quand vous dites d'une personne, oh lui c'est une chochotte ou lui ou elle c'est une chochotte.
il vit très mal. Parce que certaines personnes vont être plus sensibles à la douleur, alors que d'autres personnes vont être beaucoup plus dures. D'accord? Donc ça, c'est subjectif. C'est la dimension émotionnelle qui passe par le cortex préfrontal. La dimension sensorielle, elle, qui passe par la voie spinothalamique et le cortex pariétal, en l'occurrence, c'est la même pour tout le monde. D'accord? À un moment, si vous mettez votre main sur une plaque de gaz, ça va brûler, ça va faire mal tôt ou tard. Sauf si vous avez la fameuse maladie dont on a parlé en introduction, le déficit génétique des récepteurs, mais bon, ça c'est plus de l'ordre de l'exceptionnel. D'accord? Ça, c'est des messages, voilà, je vous laisse bien vous imprégner du schéma. Ça doit être vraiment de la physiologie de base, physiopathologie de base, mais qu'il faut vraiment maîtriser. Sur une échelle, petite anecdote, de temps en temps, je vais ponctuer avec des anecdotes et puis des cas de l'hôpital. Euh, puis ça nous permet de rigoler un peu ensemble, mais on le refera quand on fera la conférence en live ensemble, hein, également. Euh, il y a normalement, sur une échelle normée, une personne vivante, vous avez une échelle, par exemple, pour la cytolyse, c'est, on dit au-delà de 10 fois la normale, enfin, il y a des conséquences sur le foie, etc. Là, au niveau de la douleur, un être humain peut tolérer jusqu'à 30 N. Donc 30 fois, si on prend une échelle normale, 30 fois N, la douleur devient mortelle. Il y a une situation où ce seuil est augmenté. Alors, à votre avis, laquelle? Eh bien, chez la femme, lors de l'accouchement, ce seuil est augmenté jusqu'à 47 fois la normale. D'accord? Donc, l'accouchement qui est très douloureux, eh bien, le corps réussit à s'adapter. Et donc, heureusement, les femmes ne meurent pas de douleur lors de l'accouchement, mais c'est grâce, en premier lieu, au-delà de la péridurale et autres, c'est grâce au corps qui s'adapte. D'accord? Il y a un relargage énorme de catécholamine et d'autres mécanismes adaptatifs. Au niveau des voies descendantes, l'inhibition donc va passer par, entre autres, la sérotonine, la noradrénaline, les récepteurs opioïdes et la dopamine.